L'anime commence par présenter Ryota Sakamoto, un jeune homme de 22 ans sans emploi qui passe ses journées à jouer à un jeu de bataille royale en ligne appelé Ptoum. Dans ce jeu, les joueurs forment des équipes pour éliminer les équipes adverses. Cependant, il n'y a pas d'armes traditionnelles, les joueurs utilisent 8 types de bombes et un dispositif sonar pour localiser les ennemis. L'équipe qui survit jusqu'à la fin est déclarée vainqueur. Bien que Sakamoto ne soit pas connu dans le monde réel, il est très respecté dans le jeu grâce à ses compétences exceptionnelles. Il figure parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux et détient le titre de meilleur joueur du Japon. Un jour, Sakamoto se met en colère contre sa mère après qu'elle a postulé à un emploi en son nom dans un grand magasin local. Il déclare avec rage qu'il n'a aucune intention de travailler là-bas et décide de quitter la maison. Cependant, avant d'aller loin, 2 hommes mystérieux l'approchent. Le lendemain matin, Sakamoto se réveille suspendu à des arbres par un parachute. Il est désorienté et n'a aucun souvenir de la façon dont il s'est retrouvé dans une forêt. Sa confusion grandit lorsqu'il remarque un éclat de verre planté dans sa main. Au début, Sakamoto pense avoir été kidnappé. Étrangement, son sac est intact, rempli de ses affaires. Il trouve également une petite pochette et des provisions. Déterminé à comprendre ce qui se passe, il commence à explorer la forêt pour chercher de l'aide. Peu après, il arrive sur une plage et réalise qu'il est coincé sur une île déserte. En essayant de reconstituer les événements, Sakamoto examine la pochette qu'il a trouvée. À l'intérieur, il découvre plusieurs petits objets étranges. En appuyant accidentellement sur un bouton de l'un d'eux, il active un compte à rebours. Sentant le danger, il le jette rapidement et regarde, horrifié, l'objet exploser. Sakamoto comprend alors que les objets dans la pochette sont des bombes. Alors qu'il s'apprête à partir, il aperçoit quelqu'un s'approcher au loin. Rempli de joie, il appelle la personne, mais celle-ci lui lance une bombe en réponse. Heureusement, Sakamoto s'échappe indemne. À ce moment, il réalise que la situation ressemble étrangement au jeu auquel il joue. Sans hésiter, Sakamoto court se cacher. Cependant, l'homme le retrouve facilement. Espérant des réponses, Sakamoto lui demande comment ils sont arrivés sur l'île. Au lieu de répondre, l'homme rit et lance une autre bombe, blessant la main de Sakamoto. Même après que Sakamoto s'est rendu, l'homme continue son attaque. Comprenant que la négociation est inutile, Sakamoto se cache dans les buissons. Alors que l'homme s'approche, l'éclat de verre dans sa main se met à briller. Il comprend rapidement que le verre est un radar, ce qui explique comment l'homme a pu le localiser si facilement. Sakamoto réalise également que les bombes de l'homme explosent à l'impact, contrairement aux siennes qui utilisent un compte à rebours. Ainsi, tout dans cette situation reflète le jeu auquel il joue si souvent. Alors que l'homme s'apprête à lancer une autre bombe, Sakamoto saute dans la mer. L'homme rit, croyant avoir gagné. Cependant, sans qu'il le sache, Sakamoto a placé une bombe au bord de la falaise. L'explosion tue instantanément l'homme. En même temps, Sakamoto essaie de se convaincre que ses actions étaient justifiées, car il agissait en légitime défense. La scène suivante montre Himiko, une lycéenne qui se retrouve également piégée sur l'île. Comme Sakamoto, Himiko est une fan du jeu Ptoum, et par coïncidence, elle était assez proche de Sakamoto dans le jeu. Cependant, ils ne se sont jamais rencontrés dans la vraie vie. Himiko admire Sakamoto en tant que meilleur joueur du Japon. Contrairement à la vie isolée de Sakamoto, Himiko est populaire à l'école et a beaucoup d'amis, en partie grâce à ses origines métissées. Un jour, l'une des amies de Himiko reçoit une lettre mystérieuse. La lettre demande au destinataire d'écrire le nom de quelqu'un qu'il souhaite faire disparaître en échange d'une somme d'argent. En lisant cela, Himiko et ses amis rejettent la lettre, la considérant comme une blague sans importance. Après les cours, Himiko présente ses 3 amis à des élèves plus âgés, membres populaires d'un groupe de musique. Par coïncidence, ces élèves vivent dans la même pension qu'Himiko. Elle demande ensuite à ses amis de rentrer avec les garçons pendant qu'elle va acheter des snacks. Lorsqu'Himiko rejoint ses amis à la pension plus tard, elle est horrifiée de découvrir que ses 3 amis ont été agressés par les garçons, qui tentent ensuite de s'en prendre à elle. Heureusement, Himiko parvient à s'échapper et signale l'incident à la police. Les agresseurs sont arrêtés, mais ses amis décident de déménager et de mettre fin à leur amitié avec elle. Remplie de colère, l'une des amies de Himiko lui dit cruellement qu'il vaudrait mieux qu'elle disparaisse. Himiko commence à penser que tout ce qui lui arrive est une punition pour ce qui est arrivé à ses amis. Plus tard, Himiko rencontre 3 autres hommes également coincés sur l'île. L'un d'eux la rassure en disant qu'ils ne sont pas des ennemis et qu'elle n'a pas à les craindre. Ils prétendent avoir fouillé la zone mais n'avoir trouvé aucun signe de vie. L'un des hommes, Miyamoto, suggère qu'ils attendent le passage d'un bateau ou qu'ils jouent au jeu comme indiqué. Cependant, Isamu s'oppose à l'idée, refusant de participer au jeu. Peu après, une violente dispute éclate entre Miyamoto et Isamu, qui préparent leurs bombes pour s'attaquer mutuellement. Akechi, un autre membre du groupe, intervient et les exhorte à se calmer.
Il propose qu'ils rassemblent toutes leurs bombes et désignent un leader pour les garder en sécurité et éviter les soupçons. Finalement, ils conviennent de faire d'Himiko la leader. Cependant, Himiko pense qu'ils l'ont choisie parce qu'elle semble être la plus faible du groupe. Peu de temps après, ils aperçurent un avion larguer quelque chose dans la forêt. Le groupe se précipita pour enquêter et découvrit un sac rempli d'une généreuse quantité de nourriture. Sans hésiter, ils se mirent à manger voracement. Cependant, Isamu, qui arriva peu après, fut furieux de leur imprudence. Il les réprimanda, insistant sur la nécessité de rationner la nourriture autant que possible. Avant qu'Isamu ne termine son discours, Miyamoto lui trancha soudainement la gorge par derrière, le tuant instantanément dans une mare de sang. Himiko et Akechi restèrent choqués, incapables de prononcer un mot. Cette nuit-là, Akechi suggéra à Himiko de s'échapper en secret pour fuir Miyamoto. Ils prirent toutes les bombes et les provisions qu'ils avaient rassemblées et s'enfuirent dans la forêt. Pendant qu'ils se reposaient, Akechi remarqua sur son radar que Miyamoto les traquait. Sans perdre de temps, ils coururent aussi vite qu'ils purent et atteignirent finalement un pont de corde. Brièvement, Himiko monta prudemment sur le pont, mais Akechi hésita, terrifié à l'idée de le traverser. Au même moment, Miyamoto les rattrapa. Pris de panique, Akechi lança une de ses bombes sur Miyamoto avant de traverser le pont en courant. À sa surprise, la bombe libéra un gaz toxique capable de fondre tout ce qu'il touchait. Miyamoto, refusant de prendre le risque, battit en retraite. Après l'incident, Akechi dit à Himiko de se préparer, car il n'avait d'autre choix que de se battre pour survivre sur l'île. Il déclara crûment que c'était une question de tuer ou d'être tué. Himiko fut choquée par ces paroles et insista sur le fait qu'elle n'avait aucune intention de tuer qui que ce soit. Himiko essaya de se libérer en frappant Akechi, qui lui tenait le bras. Elle utilisa ensuite son pistolet paralysant pour l'étourdir temporairement et en profita pour s'échapper et se cacher. Cependant, Akechi reprit conscience et réussit à trouver sa cachette. Rongée par des désirs incontrôlables, Akechi tenta de l'agresser. Impuissante et incapable de se défendre, Himiko fit un geste désespéré. Elle activa sa bombe à retardement, avec l'intention de la faire exploser et de sacrifier leurs deux vies. Akechi, paniqué, s'enfuit terrifié. Profitant de l'occasion, Himiko lança la bombe sur lui, qui explosa et tua Akechi sur le coup. Plus tard, alors qu'elle se lavait à une rivière, Himiko fut surprise par l'apparition de Sakamoto à proximité. Sans hésiter, Himiko s'enfuit. Sakamoto essaya de la retrouver en utilisant son radar, mais au lieu de la trouver, il rencontra un homme d'âge moyen en train de se soulager derrière des buissons. L'homme se présenta sous le nom de Taira. Après avoir entendu que Sakamoto n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé, Taira expliqua sa propre situation. Il raconta comment il avait été enlevé par un homme mystérieux et s'était réveillé dans un avion cargo rempli d'inconnus. Des gardes armés les surveillaient de près. Un homme apparut ensuite sur un écran à l'intérieur de l'avion et annonça qu'il serait envoyé sur une île inhabitée de l'océan Pacifique. Leur mission était de s'entretuer en utilisant les différents types de bombes qui leur avaient été fournis. Chacun ne recevait que 8 bombes, et le radar fixé à leurs mains ne pouvait être retiré qu'à leur mort. De plus, pour quitter l'île, ils devaient collecter 8 radars, ce qui signifiait qu'ils devaient tuer cette autre personne. L'annonce mit tout le monde en colère, mais ils étaient impuissants face aux armes des gardes. Dans la peur et le chaos, Sakamoto se leva courageusement pour s'opposer à ce jeu mortel. Cependant, il n'avait maintenant aucun souvenir de ce qui s'était passé dans l'avion. Taira expliqua que Sakamoto avait été très remarqué pendant les événements dans l'avion. Il semblait même que Sakamoto reconnaissait l'homme à l'écran. Cependant, les gardes l'immobilisèrent immédiatement et l'étourdirent avec un pistolet paralysant à haute tension, ce qui avait probablement causé sa perte de mémoire. Une fois arrivé sur l'île, tout le monde fut forcé de porter un parachute et fut jeté de l'avion, Sakamoto étant inconscient au moment où il fut largué. Après avoir entendu tout cela, Sakamoto réalisa que les règles qui leur avaient été données reflétaient les mécaniques du jeu Ptoum, auquel il jouait. Il soupçonna fortement que Tyrannos, le développeur du jeu, était derrière leur enlèvement. Cette théorie était soutenue par l'observation de Taira selon laquelle Sakamoto semblait reconnaître l'homme à l'écran. Sakamoto se souvint avoir postulé pour un emploi chez Tyrannos, mais avoir été rejeté. Maintenant, il était déterminé à découvrir pourquoi ils avaient été envoyés sur cette île. Taira suggéra qu'ils travaillent ensemble pour trouver un autre moyen de quitter l'île, car ils ne pouvaient se résoudre à tuer qui que ce soit. Sakamoto accepta, mais à la condition que Taira lui montre son type de bombe. Taira refusa, arguant que cela ruinerait la confiance entre eux à moins qu'ils ne révèlent tous les deux leurs bombes. Comprenant que Taira était rusé, Sakamoto céda et accepta de coopérer sans condition. Peu après, ils remarquèrent un avion larguer plusieurs parachutes de ravitaillement. Sans perdre de temps, Sakamoto se dirigea vers le parachute le plus proche. Malheureusement, il arriva trop tard,
car une femme l'avait déjà atteint. Soudain, une bombe piégée autour du parachute explosa, tuant la femme sur le coup. Quelques instants plus tard, un homme apparut et prit le radar et les provisions de la femme. La scène choqua Sakamoto. S'il avait été plus rapide, il aurait subi le même sort. Il déduisit que l'homme était arrivé plus tôt et avait posé le piège. Malgré cet événement macabre, Sakamoto et Taira décidèrent de vérifier les autres parachutes à proximité. La scène suivante montra un garçon nommé Kira, qui avait un passé sombre. Il avait été arrêté pour avoir assassiné et agressé 3 femmes et s'était enfui de chez lui pour échapper à son père violent. Malgré ses nombreux crimes, un avocat talentueux nommé Natsume avait accepté de le défendre. Cependant, Kira, son père et Natsume faisaient maintenant partie des personnes emmenées sur l'île. Par coïncidence, ils tombèrent sur le même parachute de ravitaillement que Sakamoto avait vu plus tôt. Le parachute était coincé dans les arbres, et le père de Kira lui ordonna sévèrement de le faire tomber en utilisant sa bombe. Une fois les provisions récupérées, le père de Kira refusa de partager, ce qui mit Natsume en rage, impuissant face aux menaces de l'homme. Le comportement dominateur du père exaspéra également Kira. Sentant la rébellion de Kira, son père l'attrapa violemment. À bout de patience, Kira plaça sa bombe sur le corps de son père, réduisant instantanément une grande partie de son torse en miettes. Plutôt que de ressentir du remords, Kira rit de manière hystérique, révélant des tendances psychopathes. Ne supportant plus le comportement de Kira, Natsume décida de l'abandonner. Plus tard, Sakamoto et Taira arrivèrent sur les lieux et rencontrèrent Kira. Sakamoto fut perplexe en constatant que Kira n'apparaissait pas sur son radar. Il comprit rapidement que le radar ne détectait que les personnes en mouvement. Kira exigea leur soumission, menaçant de leur faire subir le même sort que son père. Voyant la folie grandissante de Kira, Sakamoto et Taira décidèrent de partir. Malheureusement, Taira trébucha et se tordit la cheville, les laissant dans une situation périlleuse. Au début, Taira supplia Sakamoto de l'abandonner et de s'enfuir, mais Sakamoto refusa de le laisser derrière. Il demanda à Taira de rester immobile et d'éviter de bouger pendant qu'il distrayait Kira, qui les poursuivait toujours. En utilisant leur radar, Kira et Sakamoto commencèrent à se traquer mutuellement. Lorsque Kira localisa Sakamoto, il lança plusieurs bombes dans sa direction, mais Sakamoto réussit à se mettre à l'abri derrière des rochers. Au même moment, l'un des pièges à bombes préalablement posés par Sakamoto explosa, manquant de peu Kira. Cependant, Sakamoto fut lui-même en danger lorsque l'une des puissantes bombes de Kira s'accrocha à son sac. Réagissant rapidement, Sakamoto lança son sac le plus loin possible. Frustré par ce jeu du chat et de la souris, Kira exigea que Sakamoto le combatte sérieusement, tout en continuant à lancer des bombes. Comprenant qu'il était temps de mettre fin à cette folie, Sakamoto élabora une stratégie. Peu après, Sakamoto se déplaça furtivement dans les buissons, contournant Kira. Étrangement, Kira ne parvint pas à détecter la position de Sakamoto sur son radar. Apparemment, Sakamoto avait découvert que Kira activait son radar uniquement après avoir lancé une bombe. En activant son radar simultanément, Sakamoto neutralisa l'effet de traçage, devenant invisible. Cela plongea Kira dans la panique, incapable de le localiser. Profitant de l'occasion, Sakamoto lança une bombe sur Kira, l'assommant. Malgré l'opportunité, Sakamoto choisit de ne pas tuer Kira. À la place, il l'attacha et lui confisqua ses bombes et ses provisions. Lorsque Sakamoto se présenta, Kira fut stupéfait, ne pouvant croire qu'il avait rencontré l'un des 10 meilleurs joueurs mondiaux sur l'île. De retour auprès de Taira, Sakamoto fut accueilli avec une immense gratitude. Taira, profondément touché, versa même des larmes, car il ne s'attendait pas à ce que Sakamoto risque sa vie pour le sauver. À ce moment-là, Taira le remercia à plusieurs reprises. Pendant ce temps, chez Sakamoto, son père rentra pour trouver sa femme en détresse, envisageant l'impensable. Bégayant, elle s'excusa en pleurant pour ses échecs en tant que parent. Elle avoua qu'elle savait que son mari allait perdre son emploi et avait pris des mesures drastiques pour alléger le fardeau. Elle révéla que Sakamoto avait toujours traité ses parents avec dureté, aggravant leurs difficultés. De retour sur l'île, Sakamoto et Taira furent choqués de découvrir le corps sans vie d'Akechi flottant dans la rivière. Soupçonnant que quelqu'un se trouvait au sommet de la cascade, Sakamoto décida d'enquêter, demandant à Taira de rester en arrière. Avant de partir, Taira récupéra le radar d'Akechi sur sa main. Au sommet de la cascade, Sakamoto découvrit Himiko, qu'il avait déjà rencontré auparavant. Himiko, consciente de la présence de Sakamoto, se mit à lancer des bombes de manière désordonnée. Le gaz toxique de ces bombes se répandit rapidement dans la forêt. Réalisant le danger, Sakamoto s'enfuit de la zone mais fut finalement repéré par Himiko. Remarquant son grand stock de bombes, Sakamoto essaya de raisonner Himiko. Il expliqua qu'il ne voulait pas se battre et révéla ce qu'il savait sur le cerveau derrière leur situation.
Sakamoto proposa qu'ils travaillent ensemble pour quitter l'île. Cependant, Himiko, méfiante envers tout le monde, surtout les hommes, refusa de le croire. Elle lança une autre bombe sur Sakamoto, mais sa mauvaise visée lui permit de l'éviter facilement. Quelques instants plus tard, Sakamoto tenta de maîtriser Himiko en combat rapproché, mais celle-ci riposta rapidement avec un pistolet paralysant. Cependant, en tant que simple fille, ses efforts pour se défendre furent contrecarrés par Sakamoto, qui réussit à l'assommer avec la même arme. Alors qu'Himiko gisait inconsciente, Sakamoto fut momentanément tenté par des pensées inappropriées. Cependant, il reconnut rapidement son erreur et se retint. Sakamoto transporta ensuite Himiko jusqu'à leur camp. Voyant sa peur, Taira la rassura, lui promettant qu'il ne lui ferait aucun mal et qu'elle n'avait rien à craindre en leur compagnie. Il suggéra qu'ils travaillent ensemble pour trouver un moyen de quitter l'île. Cependant, Himiko rejeta l'idée, disant que c'était inutile. Même s'ils s'échappaient, il était impossible de savoir ce qui les attendait à l'extérieur. Après tout, ceux qui les connaissaient bien avaient choisi de les envoyer sur l'île. Himiko expliqua que leurs noms avaient été inscrits comme des individus à éliminer. Cette révélation choqua Taira et Sakamoto, surtout Taira, qui croyait que ses relations familiales étaient bonnes. Lorsqu'Himiko leur demanda de réfléchir à leurs actions récentes, Taira se souvint d'une violente dispute avec un client le mois précédent. Himiko révéla que son nom avait été soumis par ses amis, qui avaient été victimes d'une agression et l'avaient blâmé par vengeance. En entendant cela, Sakamoto commença à se souvenir de son comportement dû envers ses parents, en particulier sa mère. Il était incrédule à l'idée qu'elle ait pu être celle qu'il avait désignée pour être éliminée. Alors que le désespoir les gagnait, un bruit de mouvement dans l'obscurité les surprit. Sakamoto vérifia son radar mais ne trouva rien. En enquêtant davantage, ils virent de nombreux yeux brillants les observer depuis la forêt, qui s'avérèrent être ceux de varans de Komodo géants. Dans le chaos, Himiko s'évanouit, ajoutant à leur fardeau. Sakamoto demanda alors à Taira de la porter en sécurité pendant qu'il affrontait les lézards. Sakamoto essaya d'utiliser l'une des bombes de Kira, mais elle n'explosa pas. Il comprit que les bombes ne pouvaient être utilisées que par leur propriétaire d'origine tant que celui-ci était en vie. Alors que Sakamoto cherchait ses propres bombes, un varan de Komodo mordit soudainement la jambe de Taira. N'ayant pas d'autre choix, ils décidèrent de fuir. Malgré sa blessure, Taira parvint à marcher le long de la rive. Pendant leur retraite, Taira avoua que, bien qu'il fût gentil avec sa famille, il se comportait comme un monstre au travail, exploitant des failles juridiques pour son profit personnel. Il admit que ce n'était pas étonnant que tant de gens le détestaient. Finalement, Taira commença à voir leur situation comme une conséquence de ses actions passées. Pendant qu'il parlait, les varans de Komodo revinrent, les poursuivant à nouveau. Pris de panique, Taira courut aussi vite qu'il put, tandis que Sakamoto, portant Himiko, fut obligé de prendre un autre chemin. Plus tard, Sakamoto essaya de localiser Taira dans la forêt sombre, mais ne le trouva pas sur son radar. Cette absence le poussa à soupçonner que Taira les avait peut-être abandonnés, surtout puisqu'il transportait toutes leurs provisions et bombes. Au milieu de son désespoir, d'autres varans de Komodo surgirent de la forêt, prêts à attaquer. Soudain, une bombe en forme de drone explosa, tuant les créatures. Au même moment, Taira réapparut, dissipant tous les doutes de Sakamoto. Sakamoto émit l'hypothèse que leur radar avait été neutralisé lorsqu'ils étaient activés simultanément. Voyant Sakamoto risquer sa vie pour le protéger, Taira décida qu'il n'avait plus besoin de cacher son type de bombe et proposa de le montrer à Sakamoto. Après avoir parcouru une bonne distance, ils trouvèrent enfin un bâtiment abandonné près de la plage. Ils décidèrent de monter au deuxième étage pour échapper aux varans de Komodo qui les poursuivaient. Cependant, déplacer Himiko, toujours inconsciente, s'avéra être un défi majeur. Taira utilisa l'une de ses bombes pour tenir le lézard à distance, mais Himiko resta inconsciente malgré les efforts de Sakamoto pour la réveiller. Sakamoto eut soudain une idée. Il monta au deuxième étage et lança une des bombes de Himiko dans la forêt. Le gaz toxique de la bombe réussit à chasser les varans de Komodo. Il s'avéra que Sakamoto n'avait besoin que de la main de Himiko pour activer ses bombes. Le lendemain matin, Taira commença à ressentir une douleur intense à cause de la morsure de varan sur sa jambe, qui s'était infectée. Pendant ce temps, les employés de Tyrannos surveillaient Sakamoto et son groupe à travers des écrans de CCTV. De retour au bâtiment, Sakamoto vit accidentellement une photo de cosplay de Himiko sur son téléphone et reconnut le personnage qu'elle incarnait. Lorsque Sakamoto lui demanda son nom, Himiko devint furieuse. Elle déclara qu'elle ne voulait plus travailler avec Sakamoto et Taira, car elle ne faisait plus confiance aux hommes. Au milieu de leur dispute, un signal radar détecta soudain leur position. Sakamoto demanda à tout le monde de rester silencieux et immobile pendant qu'il allait détourner l'attention de celui qui les traquait. Alors qu'il entrait dans la forêt, un homme imposant l'attaqua soudainement avec un couteau.
C'était Miyamoto. Réagissant rapidement, Sakamoto essaya de fuir, mais Miyamoto le suivit facilement. Sakamoto menaça Miyamoto avec une bombe et proposa de travailler ensemble pour quitter l'île. Cependant, Miyamoto ne montra aucun intérêt pour l'offre. Alors que Sakamoto tentait de s'échapper, quelqu'un lança une bombe qui le fit tomber au sol, permettant à Miyamoto de le capturer. La personne qui avait lancé la bombe était Natsume, désormais allié à Miyamoto. Pendant qu'ils étaient distraits, Sakamoto utilisa son pistolet paralysant sur Natsume et réussit à s'échapper. Cependant, Miyamoto sembla imperturbable, ayant intentionnellement laissé Sakamoto partir. Il avait entendu Sakamoto mentionner par accident qu'il n'était pas seul. En bref, Sakamoto retourna à la cachette et raconta tout à Himiko et Taira, y compris le fait que toutes ces bombes avaient été prises. Paniqué, Himiko essaya de quitter la cachette, mais Miyamoto apparut soudainement, bloquant son chemin. En tant qu'ancien mercenaire, suivre les mouvements de Sakamoto avait été une tâche facile pour Miyamoto. Himiko fut choqué de revoir Miyamoto. Sakamoto affronta alors courageusement Miyamoto, pointant son pistolet paralysant vers l'homme imposant et exigeant qu'il les laisse tranquilles. Sentant une opportunité, Taira essaya d'attaquer Miyamoto par derrière. Cependant, Miyamoto esquiva rapidement l'attaque et riposta en sectionnant les doigts de Taira. Il donna ensuite un coup de pied à Sakamoto, le faisant tomber. Heureusement, Sakamoto survécut grâce à une branche d'arbre qui amortit sa chute. Lorsque Sakamoto remonta à la cachette, il la trouva vide, à l'exception de Taira, qui se tordait de douleur. Toutes leurs bombes et provisions avaient été prises. Sakamoto fut submergé par la culpabilité et la frustration. Cependant, son attention se porta sur le téléphone de Himiko, laissé derrière. En voyant son nom à l'écran, il réalisa que Himiko était la personne avec qui il jouait depuis le début. Avec cette information, Sakamoto décida de la retrouver et de la sauver. À ce moment-là, Taira le supplia en pleurant de ne pas partir, mais Sakamoto ignora ses supplications et continua. Pendant que Miyamoto avait capturé Himiko, il refusa de la laisser mourir rapidement. Au lieu de cela, il lui coupa cruellement le bras, la laissant saigner lentement. En même temps, Sakamoto utilisa son radar pour localiser leur position. Peu après, pour se préparer à l'arrivée de Sakamoto, Miyamoto et Natsume se séparèrent, Miyamoto ordonnant à Natsume de régler le compte à rebours d'une bombe à seulement 3 secondes. Cependant, leur radar ne détecta pas Sakamoto, qui s'infiltra dans le bâtiment par le haut. Sakamoto évita de justesse la mort lorsqu'il repéra un piège à bombe installé sur la porte. Agissant rapidement, il désarma la bombe et la garda pour plus tard. Sakamoto trouva bientôt Himiko attachée à un lit. Elle fut ravie et profondément émue par son arrivée. Lorsque Sakamoto lui dit qu'ils avaient souvent joué ensemble, Himiko le nia, prétendant être quelqu'un d'autre. Cependant, elle admit avoir entendu parler de Sakamoto par ses amis. Après l'avoir libéré, Sakamoto guida Himiko à la recherche d'une issue de secours. Soudain, Natsume apparut et se mit à lancer des bombes sans relâche. Confiant dans son avantage, Natsume croyait que Sakamoto n'avait aucune chance. Cependant, Sakamoto contre-attaqua en utilisant la bombe qu'il avait désarmée plus tôt, renversant la situation en sa faveur. Miyamoto exigea ensuite que Sakamoto se montre, menaçant de tuer Himiko s'il refusait. Pour l'attirer, Miyamoto le défia à un combat au corps à corps. Acceptant le défi, Sakamoto saisit le couteau de Miyamoto et tenta de l'attaquer, mais Miyamoto, bien plus compétent, le maîtrisa facilement. Voyant Sakamoto en danger, Himiko passa à l'action, attachant une bombe à gaz toxique dans le dos de Miyamoto. Elle et Sakamoto s'enfuirent du bâtiment alors que le gaz commençait à se répandre. Malgré ses blessures, Miyamoto refusa de les laisser s'échapper et les poursuivit avec le peu de force qui lui restait. Agissant rapidement, Sakamoto éloigna Himiko du danger et, en désespoir de cause, lança la bombe à retardement de Natsume sur Miyamoto. Voyant cela, Miyamoto essaya de renvoyer la bombe, mais le compte à rebours de 3 secondes ne lui laissa aucune chance. La bombe explosa, tuant Miyamoto sur le coup. Étonnamment, tout l'incident fut diffusé en direct, observé par de nombreuses personnes sur un grand écran. Après s'être assuré que le bâtiment était sécurisé, Sakamoto et Himiko décidèrent d'y passer la nuit. Ils ne voulaient pas risquer de traverser la forêt dans l'obscurité pour retourner auprès de Taira. Ils attendraient l'aube pour planifier leur prochaine étape. Plus tard, alors qu'elle dormait, Himiko se réveilla soudainement en voyant une silhouette effrayante s'approcher d'elle. Surprise, elle regarda la silhouette s'enfuir dès qu'elle réalisa qu'Himiko était réveillée. Sakamoto vérifia immédiatement les alentours avec son radar, mais ne trouva aucune trace de qui que ce soit. Malgré cela, Himiko insista pour dire qu'elle n'avait pas imaginé cette apparition. La silhouette avait même braqué une lampe torche sur son visage, l'empêchant de voir clairement qui c'était. En fouillant le bâtiment,
ils remarquèrent une lumière provenant d'une autre structure à proximité. N'ayant pas d'autre option, Sakamoto décida d'enquêter. En entrant dans le bâtiment, il découvrit une pièce qui semblait habitée. Soudain, une femme l'attaqua par derrière avec une faucille. Cependant, Sakamoto esquiva son coup et parvint même à la désarmer. Sakamoto fut choqué de voir que la femme avait perdu sa main gauche ainsi que son radar, ce qui expliquait pourquoi elle n'était pas apparue sur son appareil. Après avoir repris conscience, la femme paniqua en voyant Sakamoto. Himiko intervint, demandant à Sakamoto de lui laisser de l'espace. Apaisée par Himiko, la femme, Shiki, demanda prudemment ce qu'il voulait. Himiko la rassura en disant qu'il ne voulait pas lui faire de mal et qu'il cherchait seulement des informations sur l'île. Shiki révéla qu'elle avait été envoyée sur l'île 6 mois plus tôt. Avant cela, elle travaillait comme infirmière dans un hôpital. Un jour, un incident de négligence médicale se produisit lors d'une opération dirigée par Masahito, un médecin que Shiki admirait beaucoup. Pour le protéger, Shiki modifia les dossiers médicaux liés à l'incident. Cependant, Masahito la trahit, rejetant toute la faute sur Shiki. Laissée seule face à la colère du public, Shiki fut dévastée. Peu après, Shiki reçut une lettre lui demandant de nommer quelqu'un qu'elle souhaitait éliminer. Rongée par la colère, elle écrivit le nom de Masahito. Cependant, quelqu'un qui lui en voulait soumit également son nom. En conséquence, Shiki et Masahito furent envoyés ensemble sur l'île. Masahito convainquit Shiki de travailler avec lui pour collecter 14 radars et s'échapper de l'île. Au début, Shiki accepta de coopérer, mais après avoir collecté 6 radars, Masahito la trahit, tentant de la tuer. Heureusement, la bombe qu'il utilisa ne la tua pas, ne détruisant que sa main gauche. Masahito prit ensuite les morceaux de radar de Shiki et partit en hélicoptère. Shiki avertit alors Himiko de faire attention et de ne pas faire entièrement confiance à Sakamoto, car leur partenariat serait mis à l'épreuve une fois qu'ils auraient collecté 6 morceaux de radar. Himiko partagea l'histoire de Shiki avec Sakamoto, ce qui lui inspira une idée. Au lieu de collecter 14 radars pour 2 personnes, il n'en réunirait que 7 pour une seule personne. Lorsque l'hélicoptère arriverait, il menacerait le pilote de les emmener tous les deux. Sakamoto croyait que leur plan d'évasion pourrait fonctionner s'ils restaient unis. Le lendemain matin, ils retournèrent auprès de Taira en utilisant un chemin plus sûr que Shiki leur avait indiqué. Pendant ce temps, ailleurs, Taira était soigné par Masahito lui-même, qui avait été renvoyé sur l'île. En arrivant à l'endroit où se trouvait Taira, Sakamoto et Himiko furent stupéfaits de le voir avec Masahito. Cependant, Taira les rassura rapidement, expliquant que Masahito était un médecin qui l'avait aidé à soigner ses blessures. À ce moment-là, Sakamoto et Himiko ne réalisèrent pas que Masahito était la même personne que Shiki avait décrite. Pour gagner leur confiance, Masahito leur montra sa bombe, un type qui pouvait être déclenché à distance. Il prétendit également ne jamais l'avoir utilisé auparavant. Ensuite, Sakamoto partagea leur plan pour s'échapper de l'île et les 3 morceaux de radar qu'ils avaient déjà collectés. Masahito fut surpris, mais fit rapidement semblant d'être amical avec eux. Cependant, derrière son masque, Masahito avait déjà élaboré un plan pour leur voler les morceaux de radar. Peu de temps après, ils aperçurent un avion larguer des provisions dans la forêt. Cependant, ils n'étaient pas les seuls à les convoiter. Plusieurs autres personnes se dirigeaient également dans la même direction. Malgré la concurrence, Sakamoto refusa d'abandonner et continua à poursuivre les provisions. À un moment donné, il se retrouva en course avec un homme qui lui semblait familier. En l'observant de plus près, Sakamoto réalisa qu'il l'avait déjà vu auparavant. Pendant ce temps, Himiko fut soudainement attaquée par une femme nommée Hidemi, qui utilisa une bombe à retardement pour essayer de la tuer. Au même moment, Masahito parvint à attraper le parachute de ravitaillement, mais fut rapidement attaqué par une bombe à gaz toxique. Heureusement, il eut la présence d'esprit d'attacher sa bombe au sac de ravitaillement et la fit exploser pour séparer le sac du parachute. Sakamoto s'empara rapidement du sac de ravitaillement, mais les défis ne s'arrêtèrent pas là. Quelqu'un, depuis une falaise, lança une bombe incendiaire sur lui, l'emprisonnant et l'empêchant de s'échapper. L'homme qui poursuivait Sakamoto depuis un moment chargea à travers les flammes, attrapa le sac de ravitaillement et sauta dans la mer. Déterminé, Sakamoto le suivit, plongeant dans l'eau après lui. De retour sur la terre ferme, Himiko avait survécu à l'explosion de la bombe de Hidemi. Elle contre-attaqua avec son pistolet paralysant, mais sa puissance était insuffisante pour blesser Hidemi. Alors qu'Himiko tentait de frapper à nouveau, Hidemi l'attrapa par derrière et commença à l'étrangler. Refusant d'abandonner, Himiko utilisa toute sa force pour repousser Hidemi, puis l'étourdit une nouvelle fois avec son arme. La lutte fut interrompue brusquement lorsqu'une bombe explosa près d'elle. C'était Masahito qui avait lancé la bombe, prétendant vouloir sauver Himiko. Cependant, Himiko comprit rapidement que la bombe aurait pu facilement la tuer, ce qui la poussa à se méfier de Masahito. Pendant ce temps,
Sakamoto, nageant vers le rivage, vit que l'homme qui avait lancé la bombe incendiaire était déjà arrivé. L'homme avait trouvé ce qu'il cherchait, mais alors qu'il s'apprêtait à prendre le sac de ravitaillement, une bombe cachée dans la zone explosa, le tuant sur le coup. Peu après, l'homme qui avait combattu Sakamoto plus tôt arriva, prenant les morceaux de radar et les provisions de l'homme tombé. Alors que l'homme s'apprêtait à partir, Sakamoto apparut et le menaça avec une bombe, exigeant qu'il laisse tout tomber. L'homme obéit sans résistance, ce qui déconcerta Sakamoto. Il soupçonna quelque chose de louche, pensant que l'homme avait peut-être placé une bombe à déclenchement à distance près du sac. Cependant, cela semblait improbable, compte tenu du peu de temps écoulé. Lorsque Sakamoto vérifia les mains de l'homme, il ne trouva rien. Sakamoto s'approcha prudemment du sac de ravitaillement, ignorant que la télécommande de la bombe était cachée dans la bouche de l'homme. Juste au moment où Sakamoto tombait dans le piège, l'homme fit exploser la bombe. Cependant, à sa surprise, Sakamoto survécut à l'explosion. Il s'avéra que Sakamoto avait délibérément pris un chemin détourné, trompant l'homme en lui faisant croire qu'il était près du sac. Avec une visibilité réduite, l'homme eut du mal à localiser Sakamoto. Il utilisa une bombe incendiaire prise sur l'une de ses précédentes victimes. Sakamoto, rapide, plongea dans l'eau pour éviter les flammes. Avant de partir, l'homme se souvint soudainement du nom de Sakamoto, laissant ce dernier perplexe quant à la façon dont il avait été reconnu. Lorsque Sakamoto appela pour demander l'identité de l'homme, l'étranger disparut sans un mot. Quelques instants plus tard, Himiko et Masahito arrivèrent sur les lieux. Himiko, ravi de voir Sakamoto en vie, exprima son soulagement. En revanche, Masahito était visiblement contrarié d'avoir perdu les provisions qu'ils avaient poursuivies. Ailleurs, l'homme qui avait combattu Sakamoto fut révélé travailler avec Hidemi. Après avoir réfléchi à leur rencontre, Sakamoto réalisa que l'homme était Nobutaka Oda, un ancien camarade de classe. Oda avait été un élève brillant et admiré, surtout par les filles, contrairement à Sakamoto, qui était plus réservé. Étrangement, malgré leurs différences, Oda était amical et discutait souvent avec Sakamoto, ce qui avait créé un lien étroit entre eux. Un jour, Sakamoto se confia à Oda au sujet de ses sentiments pour une fille de leur classe nommée Eko, bien qu'il manquait de courage pour lui avouer. Oda encouragea Sakamoto à agir tant qu'il en avait encore l'occasion, lui disant que ceux qui faisaient le premier pas gagnaient toujours. Sakamoto ne prit pas ce conseil au sérieux, mais quelques jours plus tard, il vit Eko pleurer après une dispute avec une autre fille. À sa grande surprise, il apprit que Oda sortait avec Eko tout en étant déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Oda avoua même à Sakamoto qu'il avait couché avec elle. Furieux et le cœur brisé, Sakamoto attaqua Oda dans un accès de rage. Leur combat fut finalement interrompu par d'autres, mais l'incident entraîna leur expulsion de l'école. Dans le présent, Masahito commença à regretter d'avoir rejoint le groupe de Sakamoto. Après avoir perdu leurs provisions, il fut obligé de partager sa propre nourriture et de s'occuper de Taira, qui restait alité. En examinant son état, Masahito nota que le venin des varans de Komodo retardait sa guérison. Sans traitement approprié, la vie de Taira était en danger. N'ayant pas d'autre option, Sakamoto et Himiko décidèrent de demander l'aide de Shiki, espérant qu'elle pourrait fournir les médicaments nécessaires. Ils invitèrent Masahito à les accompagner, estimant que son expertise médicale pourrait être utile, bien qu'ils ne mentionnèrent pas la présence de Shiki. En chemin, Himiko exprima ses soupçons concernant Masahito, croyant qu'il tramait quelque chose de sinistre. Cependant, Sakamoto choisit d'ignorer ses inquiétudes, insistant sur le fait qu'il devait se faire confiance. En arrivant à destination, Sakamoto suggéra de se séparer pour chercher les médicaments. Cette proposition rendit Masahito suspicieux, car ils avaient initialement prétendu savoir où se trouvaient les médicaments. Himiko se rattrapa rapidement en expliquant qu'elle s'était perdue auparavant et ne se souvenait plus de l'endroit exact. À leur insu, Masahito connaissait bien la disposition du bâtiment, car lui et Shiki y avaient vécu ensemble. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver les médicaments que Sakamoto avait mentionnés. Après avoir placé les provisions dans une valise, Sakamoto arriva, et Masahito lui demanda de porter la valise. Au même moment, Himiko accourut vers Sakamoto en criant de laisser tomber la valise, car Masahito y avait placé une bombe. Réalisant que son plan avait été découvert, Masahito fit immédiatement exploser la bombe, certain que Sakamoto avait été tué. Il se tourna ensuite vers Himiko, avec l'intention de l'éliminer. Cependant, Shiki apparut soudainement et le poignarda dans le dos avec une faucille. Plus tôt, Himiko avait rencontré Shiki et lui avait expliqué pourquoi ils étaient venus, révélant également que Masahito était avec eux. Entendre le nom de Masahito avait choqué Shiki, qui révéla rapidement qu'il était celui qui l'avait trahi. Lorsque Shiki vit Masahito, elle demanda à Himiko d'avertir Sakamoto au sujet de la bombe dans la valise. Malheureusement, Himiko arriva trop tard. Peu après,
Shiki et Himiko essayèrent de s'éloigner de Masahito, mais malgré ses blessures, il les poursuivit sans relâche, les acculant. N'ayant pas d'autre choix, Shiki décida de se battre. Elle lança une des bombes de Himiko, déjà activée, pour effrayer Masahito. Cependant, c'était un piège tendu par Masahito pour capturer Shiki. Lorsque Shiki tomba dans son piège, Masahito fit exploser une autre bombe, la faisant chuter avec les débris qui s'effondraient. Témoin de la scène, Himiko fut terrifiée, réalisant qu'elle devait maintenant affronter Masahito seule. Au lieu de se battre, Masahito proposa de collaborer, mais Himiko, consciente de sa duplicité, refusa. Lorsque Masahito lança une bombe sur elle, celle-ci rebondit sur son corps sans exploser. Masahito, frustré et confus, se demanda pourquoi la bombe n'avait pas fonctionné, surtout puisqu'il croyait avoir déjà tué Sakamoto. Soudain, il vit Sakamoto, vivant et indemne. Sakamoto s'était caché dans un trou avant l'explosion. Sachant que Masahito avait dispersé des bombes dans tout le bâtiment, Sakamoto réalisa que Masahito était désormais désarmé. Masahito feignit de battre en retraite, espérant attirer Sakamoto dans un autre piège. Lorsque Sakamoto arriva à l'emplacement du piège, Masahito appuya sur le détonateur. À sa grande surprise, la bombe explosa près de lui. Apparemment, Sakamoto avait déplacé la bombe à la position de Masahito auparavant. Juste au moment où il s'apprêtait à en finir avec Masahito, Shiki, miraculeusement en vie, revint. Déclarant que tuer Masahito était sa responsabilité, Shiki brandit sa faucille avec rage. Cependant, submergée par l'émotion, elle ne put le faire et fondit en larmes, exprimant sa haine envers lui. Plus tard, Sakamoto et Himiko retournèrent auprès de Taira avec les médicaments fournis par Shiki. À leur arrivée, Sakamoto remarqua qu'une des bombes de Taira se dirigeait vers eux. Plus tôt, laissée seule, Taira était devenue frustrée et solitaire, croyant que Sakamoto avait l'intention de l'abandonner. Son désespoir se transforma en hallucination où il voyait sa femme et son enfant l'exhorter à rentrer chez lui. Taira leur dit qu'il ne pouvait pas encore partir, mais sa femme lui rappela qu'avec les 3 radars qu'il avait déjà, il n'en avait besoin que de 5 de plus. Finalement, elle suggéra qu'ils prennent les 3 radars de Sakamoto ainsi que les 2 intégrés dans les mains de Sakamoto et Himiko. Perdu dans ses délires, Taira résolut de les tuer tous les 2. Dans le présent, Sakamoto essaya d'éviter la bombe volante de Taira, finissant par la détruire avec une tige métallique. Réalisant que la bombe appartenait à Taira, Sakamoto l'appela, le suppliant d'arrêter et de discuter. Cependant, Taira resta cachée, et sa présence ne put être détectée sur le radar. En réfléchissant aux événements récents, Sakamoto réalisa que Taira avait été profondément effrayé à l'idée d'être abandonné. Il se souvint de Taira le suppliant en pleurant de ne pas l'abandonner, une supplie que Sakamoto avait ignorée. La culpabilité l'envahit alors qu'il reconnaissait son échec à comprendre son anxiété et sa peur. Cela résonna douloureusement en lui rappelant sa relation tendue avec son propre père, qui avait toujours été trop occupé par le travail pour passer du temps avec lui. Après le divorce de ses parents, sa mère s'était remariée sans tenir compte de ses sentiments, ce qui avait entraîné de fréquentes disputes entre eux. Peu après, Himiko essaya de conduire Sakamoto en sécurité, mais sa jambe blessée par l'explosion précédente les ralentit. N'ayant pas d'autre choix, Himiko attrapa l'une des bombes volantes de Taira qui se dirigeait vers eux. À leur grande surprise, la bombe n'explosa pas. Himiko avait compris que la bombe n'exploserait qu'à une distance spécifique de sa cible, comme dans le jeu auquel il jouait autrefois. Malgré cela, Taira, caché dans la forêt, continua à envoyer des bombes vers eux. Sakamoto sentit que quelque chose n'allait pas. Connaissant l'intelligence de Taira, il réalisa que ce dernier aurait déjà compris que son approche actuelle était inutile s'il voulait vraiment le tuer. À ce moment-là, Sakamoto comprit que Taira avait changé de cible pour viser Himiko. Alors qu'une autre bombe approchait, Sakamoto l'intercepta, et, comme il s'y attendait, elle n'explosa pas. Cela plongea Taira dans la panique. Il essaya de fuir, mais son mouvement révéla sa position sur le radar. Pour couronner le tout, Taira trébucha et tomba. Malgré ses blessures, Sakamoto se traîna vers Taira, s'excusant et promettant de ne plus jamais l'abandonner. En entendant cela, Taira sortit de son hystérie et ressentit du remords pour les avoir attaqués. C'est alors qu'un groupe de varans de Komodo commença à l'encercler. Résigné à son sort, Taira accepta sa fin, la voyant comme une punition pour ses actions. Les larmes aux yeux, il s'excusa auprès de sa famille pour ne pas pouvoir rentrer. Dans son dernier acte, Taira fit exploser la bombe avec les varans de Komodo. La mort de Taira dévasta Sakamoto, le laissant rempli de culpabilité et d'autoreproche. S'il avait été plus attentif, Taira aurait peut-être survécu. Voyant Sakamoto consumé par le regret, Himiko l'exhorta à quitter l'île. Elle lui remit les 3 morceaux de radar qu'elle avait pris à Taira et lui demanda de prendre également le radar attaché à sa main.
Cela donnerait à Sakamoto les 8 morceaux de radar nécessaires pour s'échapper de l'île. À ce moment-là, Himiko avoua enfin qu'elle était la personne qui avait joué avec Sakamoto dans le jeu. Elle admit qu'il lui avait apporté de la joie, même dans le monde virtuel, et l'avait sauvé à plusieurs reprises depuis leur arrivée sur l'île. Cependant, Sakamoto refusa de l'abandonner. Il déclara fermement qu'ils combattraient ensemble pour s'échapper de l'île en équipe. Leçon morale de l'histoire, lancer des bombes sur les gens peut sembler une stratégie gagnante. Jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils sont meilleurs pour esquiver ou qu'ils ont un plus gros stock. Parfois, survivre ne consiste pas à être le meilleur joueur, mais à ne pas être le plus stupide sur le terrain.